Dans un casino animé, les joueurs parient leurs économies pour une chance de gagner gros. Mais tous les joueurs ne sont pas égaux. Certains jouent pour de l'argent, d'autres pour leur vie. Celui-là, c'est notre protagoniste Sam, qui observe un joueur spécial au centre de l'attention. Son collègue lui demande ce qu'il fixe. Sam répond qu'il pense à quel point ce serait cool de changer le destin de quelqu'un d'un geste. Il regarde les joueurs riches et remarque qu'aucun d'eux n'a besoin de travailler. Ils ont de l'argent à foison, de belles femmes ou de beaux hommes à leur côté. Il se lamente et demande à son collègue s'il a déjà entendu cette réplique d'un film. Les riches n'ont même pas de plis sur leurs vêtements et l'argent est le fer. Mais Sam n'écoute pas, il avance en gardant les yeux sur un homme de la mafia qui joue aux cartes avec un cigare. Il ressent du dégoût en le regardant, car il se souvient de la nuit où il a vu cet homme tuer sa mère devant lui. Sa mère l'avait caché dans un placard et avait mis des vêtements dans sa bouche pour qu'il ne crie pas. Cette nuit-là, sa mère est morte dans la douleur. Mais Sam n'est pas un monstre. Il décide de rendre la mort de l'assassin de sa mère aussi indolore que possible. Juste au moment où Sam prend sa décision, l'horloge indique 11h00 et une explosion retentit dans le plafond du casino, faisant pleuvoir des cartes. Sam attrape une de ces cartes et la lance à toute vitesse vers le mafieux. La carte ordinaire dans sa main se transforme en une lame aiguisée qui fend l'air et tranche le cou du mafieux, qui tombe mort comme Charlie Kirk. Tout cela se passe en 3 secondes, et avant que quiconque ne s'en rende compte, le mafieux est mort. Ou du moins, c'est ce que Sam pensait, mais après son départ, un homme aux cheveux violets le remarque et le voit comme une cible suspecte. Cependant, Sam n'en a aucune idée, et même s'il le savait, il est trop nonchalant pour s'en soucier. En sortant du casino, Sam reste discret pour ne pas attirer l'attention. Mais l'univers semble s'acharner contre lui, car quelques gangsters locaux le voient sortir par la porte arrière et le prennent pour un gagnant qui essaie de fuir. Les yeux de Sam s'agitent en les voyant, car il peut facilement gérer 2 petits coups comme eux, avec quelques coups de poing. Mais s'il perd trop de temps, les flics arriveront bientôt. Il décide donc de leur donner tout l'argent qu'il a dans son sac. Mais les gangsters sont trop arrogants et lui arrachent le sac. Il commence à fouiller à l'intérieur et, à part une sculpture en bois, il ne trouve rien d'autre d'intéressant. Sam leur demande de lui rendre la sculpture en bois, car c'est la dernière chose qu'il a de sa mère. Le gangster aux couettes n'aime pas son attitude. Alors sans un mot, il frappe la sculpture directement sur la tête de Sam. L'impact lui laisse une profonde blessure, d'où le sang commence à couler. Du sang éclabousse la sculpture en bois, qui l'absorbe rapidement. Les gangsters sont perplexes, mais les choses deviennent encore plus folles lorsque les yeux de la poupée commencent à briller. Après que Sam se soit remis du choc, il regarde autour de lui, confus, ne se souvenant pas où il est. Il se tourne alors vers les gangsters et leur demande où ils sont, s'ils sont des abeilles, car ils n'ont aucun signe d'énergie élémentaire. Pendant ce temps, dans un autre monde à travers l'univers, Sam ouvre les yeux alors qu'il se remet de l'impact de la poupée en bois. Il regarde en bas et est effrayé de voir une paire de gros seins sur sa poitrine et se demande ce qui se passe. Alors qu'il essaye de traiter toutes ces informations et le terrain herbeux autour de lui, un groupe de femmes elfes attire son attention, qu'il appelle Sarah et lui demande s'il a déjà froid aux pieds. En entendant qu'on l'appelle avec des pronoms féminins, Sam réalise qu'il doit être dans un rêve. Alors il commence à se frapper pour se réveiller. Cela surprend les elfes du vent, qui s'inquiètent de l'avoir offensé avec leurs remarques et de devoir l'affronter au tir à l'arc. Elles se sentent mal et essaient immédiatement de la consoler en disant que même si le tir à l'arc est un héritage elfique, ce n'est pas grave de ne pas être doué. Dès que Sam entend cela, son esprit compétitif s'éveille et il oublie qu'il est dans un rêve et prend immédiatement l'arc pour tirer. Même s'il n'a jamais tenu d'arc de sa vie, il est confiant dans ses compétences de tir. Mais quand il essaye vraiment de tirer une flèche, il réalise qu'il a peut-être parlé trop vite. Pour éviter l'embarras, il prend simplement la flèche dans ses mains et la lance directement dans l'arbre, comme il a fait avec la carte dans le casino. Pour Sam, même s'il ne sait pas comment tenir un arc, le tir à l'arc est une seconde nature. Dès que la flèche quitte sa main, elle fend l'air comme une balle et touche le centre exact. Tous les elfes autour de lui sont choqués, les yeux écarquillés. Mais Sam n'est pas d'humeur à les divertir, car lancer la flèche a eu un terrible recul qui a fait trembler ses 2 énormes poitrines comme des ballons d'eau. Intriguée par son emplacement, Sarah ordonne aux 2 gangsters ivres de s'écarter, où elle leur fera goûter à la vraie magie. Les gangsters ivres, qui avaient eu peur d'elle quelques secondes auparavant, commencent à rire, se demandant si elle a des vices cachés. Ils se demandent s'ils ne l'ont pas assez battue, d'où son air absent. Alors qu'ils chargent tous les 2 vers elle, Sarah invoque le nom de l'esprit de la vie et tente d'appeler sa magie elfique. Malheureusement, comme il n'y a pas de mana à proximité sur Terre, son sort échoue. Sarah de Tanroub est choquée, ne pouvant croire que sa magie de confiance n'a pas fonctionné. Mais les 2 gangsters sont encore plus choqués, ne pouvant croire qu'elle a vraiment chanté tout un paragraphe. Ils deviennent furieux, croyant que Sarah joue désespérément avec eux.
Mais peu importe combien ils essaient de la frapper ou de la kicker, Sarah esquive toujours facilement leurs attaques. Elle est surprise par l'agilité du corps qu'elle possède. Alors que Sarah esquive, ses yeux tombent sur un écran translucide devant elle qui lui montre le taux de réussite de son prochain mouvement. Chaque fois que Sarah esquive une attaque, le taux de réussite augmente d'1 point. Après avoir testé sa théorie, Sarah commence à provoquer les deux gangsters pour qu'ils continuent à l'attaquer afin qu'elle puisse esquiver leurs attaques et augmenter le taux de réussite. Après avoir esquivé près de 70 coups de poing et coups de pied, le taux de réussite de Sarah atteint enfin 70%, ce qui lui donne la confiance nécessaire pour chanter à nouveau sa magie des graines, espérant que cela fonctionnera cette fois. Heureusement, sa théorie est correcte. Et après avoir chanté le sort, une énergie élémentaire apparaît de nulle part et commence à faire pousser des vignes à l'intérieur des corps des deux gangsters. Les deux gangsters sont horrifiés, se demandant si leur grand-mère avait toujours raison en disant que manger une graine de pastèque fait pousser la plante dans leur corps. Alors que les deux gangsters suffoquent à cause des plantes qui poussent dans leurs poumons, Sarah tourne son attention vers la sculpture en bois et réalise qu'elle lui ressemble exactement. Cela la rend un peu mal à l'aise, réalisant que cet endroit semble devenir de plus en plus étrange. Elle se souvient aussi que lorsqu'elle a utilisé la magie des graines, une trace d'énergie élémentaire est apparue au loin, ressemblant aux traces d'énergie d'un arbre de vie. Cela lui fait se demander si ce monde a aussi un arbre de vie, ce qui signifie qu'il doit y avoir des tribus elfes à proximité. Excitée à l'idée de rencontrer ses semblables elfes, elle sort de la vallée pour être choquée et fascinée par un futur dystopique où les plantes sont mortes et seules des jungles de béton entourent la ville. Elle ne trouve également aucune trace d'être vivant avec de l'énergie élémentaire, ce qui lui fait se demander si elle est dans une tribu de bêtes. En regardant autour d'elle, elle se sent mal pour tous ces humains, aux yeux ternes, au corps rugueux et aux postures négligées, montrant qu'ils n'ont jamais fait face à la guerre. Cela lui fait se demander si cette tribu a été déplacée à cause de leurs faibles traces d'énergie vitale, ce qui les a rendus peu attrayants aux colères des Dragonstorm. Bien qu'elle se sente déshonorée en les regardant, elle se sent aussi heureuse car, quoi qu'il arrive, ils semblent en sécurité et prospèrent. Elle décide donc de trouver le chef de la tribu et de le rencontrer pour découvrir les secrets de leur relocalisation et de la reconstruction de leur tribu. Elle peut déjà imaginer à quel point cela serait une grande contribution pour elle si elle pouvait ramener cela à son peuple. Elle est sûre que cela éliminerait toute sa concurrence et que la position de chef serait assurée. Alors que Sarah concocte des plans dans sa tête, elle tombe sur un groupe d'adolescents qui jouent à un jeu RPG où ils incarnent des gobelins. Mais Sarah ne connaît pas le concept de jeu de rôle, alors elle les considère sérieusement comme des gobelins qui se sont transformés en humains pour s'infiltrer dans leur tribu. Sans même réfléchir, elle attrape un pot de fleurs à proximité et se prépare à frapper les trois. Alors que Sarah est perdue dans ses illusions sur Terre, Sam ne va pas bien non plus dans la tribu elfique. Au début, il pensait que tout cela n'était qu'un rêve, mais peu importe combien il essaye, il ne semble pas pouvoir se réveiller. Cela inquiète un elfe mâle à proximité qui lui demande s'il s'inquiète de la prochaine Dragonstorm. Sam ne répond pas, alors il accepte que cela doit être ça. Il lui assure que tout ira bien et que les gardes elfes protégeront la tribu et l'arbre de vie, quoi qu'il arrive. En entendant cela, les autres elfes s'excitent, impatients de prouver leur force et de tuer tous les monstres. Sam joue le rôle de Sarah, donc il acquiesce à tout ce qu'ils disent pour ne pas attirer d'attention indésirable. Mais malgré cela, il a du mal à croire qu'il a été isekai dans un monde fantastique. Cependant, ce n'est pas la seule chose choquante, car il découvre aussi qu'il a apporté un système avec lui. Contrairement au système de Sarah, qui avait un écran bleu translucide, le système de Sam a un écran rouge translucide qui semble déjà très sinistre. Mais quand il lit le taux de mortalité inscrit dessus, Sam devient encore plus effrayé, car cela ressemble à une condamnation à mort. Mais il se ressaisit et essaie de ne pas trop y penser, car la principale chose sur laquelle il doit se concentrer maintenant est de s'assimiler dans ce monde. Pour cela, il doit surmonter son premier obstacle, atteindre la maison de Sarah en haut de l'arbre. Bien que cela semble facile, pour un humain comme Sam, c'est comme résoudre un Rubik's Cube sans jamais l'avoir touché. Les elfes à proximité le regardent essayer de grimper, tapoter l'arbre et chercher une échelle, mais rien ne fonctionne. Après des heures d'efforts, Sam parvient enfin à la maison dans l'arbre et pousse un soupir de soulagement. Une fois à l'intérieur, il décide d'aborder le sujet délicat, son système de taux de mortalité. Sam veut tester ce système, alors il commence par quelque chose de peu dangereux. Il fixe le taux de mortalité à 70% pour marcher au sol, ce qui lui semble être l'option la plus sûre. Mais rapidement, Sam regrette sa décision, car au moment où il fait un pas, le plancher craque et il tombe la tête la première. Il met rapidement ses mains pour protéger sa tête, mais une graine d'énergie élémentaire explose en lui, le propulsant vers un tiroir sur lequel repose un vase en céramique. L'impact fait tomber le vase sur sa tête, que Sam parvient à éviter de justesse en se déplaçant rapidement. Là, il prend enfin une grande respiration, réalisant à quel point c'était dangereux. Mais le calme ne dure pas, car un énorme monstre fait irruption dans la maison avec ses grands yeux fixés sur Sam, comme s'il n'était qu'une collation.
Sam réalise immédiatement le danger et se prépare à contre-attaquer. Il regarde autour de lui pour trouver une arme, mais ne trouve que des morceaux du vase en céramique. Sans perdre de temps, Sam saisit un éclat et le lance de toutes ses forces vers l'œil du monstre. Les éclats traversent l'air et se logent dans l'œil du monstre, qui recule instantanément sous la douleur. Après que le monstre s'est éloigné, Sam réalise que ce n'était pas un monstre ordinaire, mais le compagnon volant du petit elfe. Celui-ci s'excuse rapidement auprès de Sam d'avoir laissé son animal devenir fou devant chez lui. Mais il craint que Sam ne soit aussi en faute, car son animal n'aurait pas agi ainsi sans la montée d'énergie magique provenant de chez Sam. Sam lui dit qu'il va bien et qu'au moins il n'est pas mort, mais le petit elfe se sent toujours mal, alors il descend pour le soigner avec sa magie. Sam se sent aussi mal d'avoir blessé son animal et lui demande s'il peut faire quelque chose. Le petit elfe dit à Sam qu'il soignera ses yeux plus tard, car ils n'ont pas le temps. La tempête de dragon approche. Même si Sam ne sait pas ce qu'est une tempête de dragon, en entendant que les gobelins sont déjà arrivés à la frontière, il devient sérieux. Le petit elfe le fait voler vers le champ de bataille sur son animal. Alors qu'il vole vers le champ de bataille, Sam prend le temps de tester les récompenses qu'il a obtenues. Après avoir survécu au piège mortel, il a gagné 70 points d'attribut qu'il peut répartir dans ses statistiques. Sam ouvre rapidement ses statistiques pour voir où il peut les améliorer et réalise que la plupart de ses statistiques sont très faibles, sauf la force, l'intelligence et le charisme, qui est le plus élevé compte tenu de la beauté de Sarah avant qu'il ne prenne son corps. À part cela, tous ses éléments magiques sont à 0. Quant à ses sorts magiques, il n'en a que 2, l'accélération de graines et la mutation de graines, qui ne sont même pas très efficaces au combat. Mais Sam sait que c'est seulement parce qu'il a de faibles statistiques et aucune affinité particulière avec les éléments. Le système informe également Sam qu'il peut créer de nouveaux sorts magiques en mélangeant divers attributs avec des éléments magiques, car ils se combinent pour former différents sorts. Son sort d'accélération de graines utilise la force, l'agilité, la vitalité et l'élément bois. Quant à son sort de mutation de graines, il utilise également l'élément bois, mais avec des attributs de vitalité, de perception, de charisme et d'intelligence. Cela fait réaliser à Sam pourquoi personne n'a réagi lorsque son corps a explosé avec une énergie magique incontrôlée. Il sait maintenant que mélanger différents attributs est un jeu de hasard, donc des explosions comme celle-là doivent être courantes, mais il doit maintenant décider quels attributs investir. Après une réflexion intense, il choisit l'attribut de vitalité, croyant que si sa vitalité est suffisamment forte, il pourrait même survivre aux pièges mortels les plus puissants. Juste au moment où il s'apprête à investir tous les 70 points dans la vitalité, le système l'informe que les attributs et éléments atteignant le niveau 100 débloquent une compétence liée à une loi spéciale, donc s'il en est sûr, il ne doit procéder qu'alors. Cela excite Sam, car il croit que s'il peut survivre à suffisamment d'épreuves mortelles, il pourrait maximiser toutes ses statistiques et gagner des dizaines de nouvelles compétences liées aux lois. Il décide de maximiser d'abord la vitalité, mais pour cela, il a besoin de quelques points supplémentaires, alors il fixe son taux de mortalité à 30% et conditionne cela à l'utilisation d'un sort. Après avoir établi la condition, il utilise immédiatement le sort de mutation de graines dans les airs. Cela active l'épreuve de mort, ce qui déséquilibre le monstre volant, projetant Sam vers le sol. Juste au moment où Sam s'apprête à devenir de la viande hachée, le petit elfe utilise sa magie de vigne pour le saisir et le ramener au sommet du monstre volant. Reprenant son souffle, le petit elfe gronde Sam pour avoir essayé trop de choses, lui disant que devenir la reine des elfes n'est pas si facile et que cela prend des siècles d'épreuves. Sam s'excuse et lui promet qu'il ne tentera plus une chose aussi risquée. Après avoir survécu à l'épreuve, Sam obtient 100 points, juste assez pour maximiser son attribut de vitalité. Le système félicite Sam d'avoir maximisé sa vitalité, un rêve rare pour un elfe de bas étage. Il lui accorde une compétence unique, affinité bois, rendant tous ses sorts en bois 300% plus puissants. L'affinité bois lui permet aussi de guérir ses blessures en mangeant des plantes, rendant son sang très nourrissant pour la végétation. L'affinité bois lui confère aussi 2 nouvelles compétences, inversion de graines et fusion de graines. Alors qu'ils consultent les récompenses du système, ils arrivent bientôt sur le champ de bataille. Nikki, l'elfe du vent, le gronde pour son retard habituel et se moque de lui, disant qu'il aurait dû rester dans la cabane dans les arbres. Sian lui demande d'être moins dur et explique qu'il a perdu le contrôle du drake volant, ce qui a retardé leur arrivée. Sion est choqué, ne s'attendant pas à ce qu'il se rapproche si vite. Pendant qu'il parle, Sam regarde autour de lui et voit tous les elfes prêts pour la bataille. Peu importe où il regarde, il ne voit que des elfes, se demandant si d'autres races existent dans ce monde, comme les humains. Il remarque aussi que les elfes appartiennent à différentes espèces, comme les elfes verts, les plus communs, qui utilisent principalement des arcs, des lances et des épées courtes. Au-dessus des elfes verts se trouvent les elfes élémentaires, comme l'elfe de vie, dont Sarah faisait partie, ainsi que d'autres comme arbre, vent et lumière, qui s'harmonisent avec divers éléments. Juste au moment où Sam termine son observation,
l'elfe ancien et le commandant de la nuit arrivent également sur le champ de bataille. L'elfe ancien est une magnifique elfe avec de longs cheveux soigneusement attachés et un bel accessoire de tête. Le commandant de la nuit dégage une présence autoritaire, ce qui pousse tous ceux autour d'elle à se soumettre et à suivre ses ordres. Elle attire rapidement l'attention de tous et leur ordonne de se préparer à recevoir les bénédictions de l'elfe ancien. Derrière eux se trouvent les combattants au corps à corps, qui agiront comme la cavalerie de front, et à l'arrière se tiennent les archers elfes, dont le but est de fournir une couverture à la cavalerie. Une fois tout le monde en rang, le commandant de la nuit leur dit d'attendre, car Béatrice, l'elfe ancien, va bientôt leur conférer leurs armes bénies. La première à faire fleurir sa fleur de lotus est Nikki, qui transforme la fleur en flèche creuse, parfaite pour elle, car les elfes du vent excellaient au tir à l'arc. Après qu'elle ait réussi, le commandant lui confie le commandement de l'unité des archers de la 3e rangée. Après que Sion ait terminé de faire fleurir sa fleur, le commandant lui confie le commandement de l'unité de cavalerie qui mènera la bataille au premier rang. Un par un, tous les autres elfes magiques font aussi fleurir leurs fleurs, leur donnant toutes sortes d'armes et d'outils adaptés à leur unité. Les elfes communs sont déçus car ils ne reçoivent que des épées et des lances ordinaires. Mais l'elfe aux cheveux jaunes leur rappelle que le sort de l'ancienne Béatrice ne leur donne que ce qui leur convient le mieux. Une fois équipé, Sam décide aussi de faire fleurir le sien. Sam a peur qu'elle ait remarqué sa véritable identité, mais l'elfe aux cheveux jaunes rit en disant qu'elle doit savoir ce qui se passe. C'est pourquoi elle n'est pas motivée pour la bataille contre les gobelins. Sam acquiesce en silence, même s'il ne comprend pas de quoi elle parle. Heureusement, l'elfe aux cheveux jaunes semble seulement parler d'un des ennemis à la tête de l'armée gobeline. Elle rappelle à Sam qu'il y a 30 ans, il a conduit quelques elfes du vent seuls vers la tanière d'un dragon, mais il est le seul à être revenu vivant. Mais Sam réalise qu'elle parle sûrement de Sarah, l'ancienne propriétaire du corps. Il comprend aussi pourquoi Nikki déteste Sarah, probablement à cause de ce qui s'est passé à la tanière du dragon. En regardant les compétences de Sarah, il réalise qu'elle devait se sentir extrêmement confiante en menant des elfes de bas niveau vers le bastion ennemi. Après que Nikki ait entendu parler de ses amis décédés, elle se fâche à nouveau contre Sam. Cela pousse l'ancienne Béatrice à intervenir, rappelant à Nikki que Sarah était très jeune à l'époque et qu'elle ne savait pas ce qui était bien ou mal. Les paroles de l'ancienne apaisent tout le monde, se rappelant qu'ils ont d'autres priorités. Une fois tout le monde calmé, la vieille Béatrice se tourne vers Sam et lui dit de vérifier ce qu'il obtient de la fleur de lotus. Sam utilise son énergie magique pour faire éclore la fleur, qui se transforme en une poignée de graines de tournesol. Sam est perplexe, mais Béatrice lui caresse la tête et lui dit de ne pas se décourager, car les graines sont la base de toute vie. Après que Sam a aussi fait éclore sa fleur, le commandant des chevaliers l'intègre à l'unité mobile, dont le rôle est de rester mobile et de soutenir les unités en difficulté. L'elfe de lumière aux cheveux jaunes est aussi dans l'unité mobile, elle prend Sam avec elle et lui explique la nature du champ de bataille. Mais le véritable problème, cette fois, est le dragon empoisonné qui mène la horde. Pendant que l'elfe de lumière explique les différentes unités à Sam, le commandant de la nuit mène la cavalerie et marche droit vers la horde de gobelins. De son côté, Sarah confronte les 3 gars qui jouent des gobelins et leur demande de se révéler. Les 3 pauvres gars ne comprennent pas pourquoi elle est si hostile et essaient de lui expliquer qu'ils ne sont pas vraiment des gobelins, mais qu'ils se qualifient ainsi car ils n'arrivent pas à séduire de filles. Sarah est d'abord sceptique, mais en les reniflant de près, elle ne détecte aucune odeur bestiale, alors elle croit qu'ils ne sont pas des gobelins. Cela fait pleurer les 3 gars en silence, car ils veulent lui dire que s'ils étaient beaux comme Sam, ils n'auraient pas à s'inquiéter de se qualifier de gobelins. Ils lui disent donc qu'ils sont des léchoudes, qui n'ont ni charme ni attrait. Sarah leur dit que rien n'est certain, et qu'en se donnant 10 ou même 100 ans, ils pourraient devenir assez beaux pour séduire même des filles ABG ou ASEAN. Cela fait pleurer encore plus les 3 gars, qui essaient de lui expliquer qui peut vivre jusqu'à 100 ans, et qu'après 10 ans, ils n'auront même plus l'envie de poursuivre les femmes. Sarah ne connaît pas les concepts humains de durée de vie, elle ne sait que se comparer à elle-même. Elle se souvient qu'une elfe nuage lui avait demandé de l'épouser, même si elle devait attendre 500 ans. Après avoir interrogé les Chuds, Sarah les juge dignes de la suivre. Elle leur demande donc de la suivre et leur dit qu'elle va les entraîner pour qu'ils deviennent assez séduisants pour attirer Uzette. Cependant, Sarah ne va pas vraiment les entraîner, car elle a un sort magique beaucoup plus facile pour les aider à perdre leur virginité. Elle se souvient que Nikki avait utilisé un sort de romance pour transformer toute une zone en terrain de reproduction, et réalise qu'elle peut aussi l'utiliser pour créer des opportunités similaires pour ces gars.
Les trois gars sont terrifiés par l'expression de son visage et craignent qu'elle ne les frappe à nouveau. Alors, ils la suivent. Mais en chemin, ils doivent s'arrêter car le ventre de Sarah gronde. Sarah devient gênée et essaie de cacher son visage. Les trois d'entre eux interprètent son expression comme du mépris et l'emmènent immédiatement dans un restaurant chinois à proximité pour lui offrir de délicieux xiaolong bao. Sarah est confuse de voir une nourriture aussi étrange et leur demande ce que c'est. Les trois gars prennent encore une fois ces mots dans un sens différent et concluent qu'elle ne veut pas seulement des dumplings, mais aussi un peu de soju. Ils lui apportent rapidement quelques bouteilles et lui donnent à manger avec des baguettes. Mais juste au moment où le premier dumpling tombe dans sa bouche, Sarah est choquée par les saveurs. Mais avant qu'elle ne puisse en prendre un autre, elle réalise que le taux de succès de son système a augmenté. Donc, Sarah ne se soucie d'aucune étiquette et commence à engloutir des assiettes entières de dumplings. Mais même après avoir mangé des dizaines d'assiettes, elle ne parvient qu'à augmenter le taux de succès à 70%. Elle réalise que ce n'est pas suffisant pour utiliser le sort de romance, alors elle commande quelques assiettes de plus pour remplir son estomac, mais elle est interrompue lorsqu'elle remarque qu'un gars aux cheveux bleus s'est assis à côté d'elle. Yui, le gars aux cheveux bleus, la regarde et lui demande quel est son nom. Il mentionne aussi qu'elle a un visage qui rendrait triste si on découvrait qu'elle est morte. Mais au lieu de lui répondre, Sarah vomit, car un corps humain normal n'est pas capable de manger des dizaines d'assiettes de dumplings en une seule fois. Après avoir essuyé son visage, elle dit au gars aux cheveux bleus que sa façon de parler est très hostile. Le gars aux cheveux bleus répond qu'il ne pourrait pas être amical après l'avoir vu tuer quelqu'un au casino. Il lui rappelle aussi que ses actions ruineraient les plans de beaucoup de gens. Sarah est un peu surprise car elle ne s'attendait pas à ce que l'ancien propriétaire du corps ait tué quelqu'un. Mais maintenant que cela s'est produit, elle n'a d'autre choix que de nettoyer après Sam. Elle se lève donc et traite le gars aux cheveux bleus de bestiole inférieure et lui demande s'il a déjà vu de la vraie magie. En disant cela, Sarah invoque le système et utilise le taux de succès de 73% pour incanter son sort de graine magique, mais cela échoue, faisant chuter son taux de succès à 3%. Le gars aux cheveux bleus est amusé par ses manigances et lui demande si c'était son sort. Sarah est choquée. Elle ne s'attendait pas à ce que son sort échoue à 73%. Elle demande un temps mort et demande au gars aux cheveux bleus de lui laisser un peu de temps pour finir un autre repas. Malheureusement, son estomac lâche et elle ne peut plus manger. Elle n'a d'autre choix que de payer le prix du meurtre. Mais sur Terre, le prix d'un meurtre est la mort, ou, au pire, l'emprisonnement. Les trois gars sont choqués d'entendre Sarah admettre qu'elle a tué quelqu'un. Le gars aux cheveux bleus se rassoit et dit à Sarah qu'il y a une solution, mais qu'elle ne mérite pas de la connaître. Il renverse la table et disparaît dans le chaos. Sarah est surprise, se demandant s'il a utilisé de la magie, mais il se révèle sous la table et la pousse, la faisant tomber sur une autre table. En se remettant de l'impact, le gars aux cheveux bleus s'approche et exprime sa déception quant à sa faiblesse. Il sort un jeu de cartes et lui donne une autre chance de l'attaquer. Cependant, en réponse, le gars aux cheveux bleus frappe une table voisine, la brisant en morceaux. Il prend un morceau aiguisé et le plante dans la tête du propriétaire. L'expression sur son visage amuse le gars aux cheveux bleus, qui lui demande si elle est en colère. Il lui dit d'attaquer si elle ne veut pas mourir. Mais elle n'a pas la technique de Sam, alors elle échoue lamentablement. Peu importe combien de fois elle essaie, il esquive toujours. C'est à ce moment-là que Sarah réalise qu'elle a fait une erreur. Le gars aux cheveux bleus saisit sa tête et se prépare à lui transpercer la poitrine. Sarah se penche en arrière pour éviter l'attaque, mais en ouvrant les yeux, elle voit un faux bras dans ses mains. Le gars lui demande si elle va utiliser sa magie. Ils se souviennent de l'avoir vu jouer le rôle d'un magicien dans différents cirques. Tout a changé quand il a fait le plus grand spectacle de sa vie. Son complice dans ce tour était son petit frère. Après le tour, les autres artistes ont été choqués de constater que son frère avait disparu. Ils ont dû classer l'affaire comme une personne disparue. Et maintenant, ce magicien légendaire, devenu une légende urbaine, est devant eux. Xun Zhaoyang appelle ce sort magie dimensionnelle, ce qui choque Sarah, car elle sait que toute magie liée au temps et à l'espace est interdite. Sarah le sait aussi, et malgré la menace de mort, elle fixe Qin Shaoyang et lui demande ce que la magie a à voir avec lui. La magie est sacrée pour elle, car elle se souvient qu'enfant, elle a demandé à ses parents si chaque elfe devait apprendre la magie. Ses parents lui ont dit que l'utiliser est une lourde responsabilité, car ceux qui l'utilisent pour leur désir nourrissent l'obscurité, ce qui provoque les tempêtes de dragons.
Ils lui disent donc d'utiliser sa magie de manière responsable pour que son cœur reste pur. C'est pourquoi Sarah n'utiliserait jamais sa magie pour aider un homme maléfique comme Kim Ji-young. Elle lui demande donc ce que la magie signifie pour lui. Kim Ji-young lui répond que cela signifie pouvoir pour lui. Sa réponse déçoit Sarah, qui lui dit qu'il a tort et que la magie n'est pas faite pour être abusée. En disant cela, Sarah active son sort d'accélération de graines qu'elle sait vouer à l'échec, car son taux de réussite est négatif. Cependant, tout cela est calculé, car Sarah voulait que son sort échoue, ce qui créerait un retour élémentaire, détruisant ainsi la formation de Qin Jiayang. Qin Jiayang est choqué de voir cela, alors que Sarah lui dit qu'elle ne le laissera plus jamais utiliser la magie, sinon il pourrait apporter un désastre dans ce monde. Après avoir entendu la résolution dans sa voix, Qin Jiayang abandonne et se rend. Mais Sarah lui dit que se rendre ne suffit pas, et qu'il doit signer un contrat pour ne plus jamais abuser de la magie. Kim Jiayang fait semblant de ne pas comprendre, et demande ce que c'est, ce à quoi Sarah lui répond que c'est un contrat magique, qui l'obligera à suivre certaines conditions. Ken Zhao n'hésite pas à écrire ce que Sarah lui dit, et une fois terminé, il lit son contrat, qui dit essentiellement qu'il ne devra jamais utiliser la magie pour blesser quelqu'un sans raison, et qu'il promet de corriger ses erreurs. Ken Zhaoyang ne sait pas quoi penser, et ne comprend pas pourquoi il doit courir, comme l'a prédit Shirei Wish. Chun Zhaoyang est surpris par les effets de la magie, car il sent une sorte d'énergie élémentaire, lier son corps avec force. Le contact soudain avec l'énergie élémentaire lui permet de ressentir à nouveau sa connexion avec la magie dimensionnelle. Et même si essayer de l'utiliser lui fait cracher du sang, il est extrêmement heureux de ne plus être perdu. Après que le contrat soit scellé, Sarah se tourne vers les 3 gobelins et leur demande s'ils ont été blessés pendant le combat. Les 3 gobelins sont trop effrayés pour parler, ayant vu Kun Ji-young tuer un homme, puis se rendre à Sarah, dont le prédécesseur avait également tué un homme. Mais contrairement à Sam, Qin Jiayang n'a pas vraiment tué le pauvre restaurateur, car il retire le bâton en bois de sa tête, montrant à tous que c'était juste un accessoire et que le propriétaire est simplement inconscient à cause de sa technique secrète. Pour leur montrer que tout était mis en scène, il tapote le visage du propriétaire, qui se réveille tout choqué, ne se souvenant même pas de ce qui vient de se passer. Après avoir réveillé le propriétaire et clarifié la confusion, Ken Jiayang prend les mains de Sarah et l'entraîne hors du restaurant, car il a encore beaucoup de questions à lui poser. Dehors, dans une ruelle sombre, Ken Jiayang informe Sarah qu'il l'a aidé en effaçant toutes les images de la CCTV, pour que personne ne sache qu'elle a tué un homme au casino. Bien que Sarah ne sache pas ce que ces mots signifient ou quel homme Sam a tué avant qu'elle ne prenne son corps, elle est heureuse de ne pas être poursuivie par la loi. Mais cela rend aussi Sarah confuse. Alors elle lui demande pourquoi il est venu la rencontrer s'il n'avait jamais eu l'intention de la tuer. En réponse, Qin Zhaoyang tend la main pour une poignée de main et demande à Sarah si elle veut rejoindre son équipe pour explorer le mirage de la mer des arbres. Sarah est confuse car elle ne sait pas de quel mirage il parle, ce qui surprend Qin Jiayan, qui lui demande pourquoi elle a tué l'homme au casino si elle ne voulait pas lui voler sa place. Voyant que Sarah ne sait pas vraiment, il lui explique que le mirage de la mer des arbres n'apparaît qu'à un moment précis, et selon les légendes, il relie la Terre à un monde elfique. Sarah est à la fois choquée et excitée d'entendre parler du monde elfique, et est soulagée qu'il y ait un moyen pour elle de rentrer chez elle. Kun Jae-young ne sait pas ce que Sarah pense. Alors il lui demande à nouveau si elle veut aller au mirage de la mer des arbres ou non, car il peut simplement donner ce pass à quelqu'un d'autre. Mais Sarah sort rapidement de ses pensées et dit à Kun Jiang qu'elle aimerait vraiment faire équipe avec lui, car elle a aussi hâte de voir le monde elfique. Kun Jiang se sent soulagé et lui dit de protéger la sculpture en bois dans son sac, car c'est son seul passe pour entrer dans le mirage de la mer des arbres. Après l'accord, Kim Ji-young s'attend à ce que Sarah lui serre la main, mais elle tend simplement ses manches, ce qui le confond, mais il n'est pas choqué, car Sarah a été bizarre toute la journée. Sarah dit à Kim Ji-young qu'elle ne peut pas avoir d'intimité physique pour l'instant, et qu'ils ne peuvent se toucher qu'après avoir tissé des liens pendant quelques siècles. Trin Ji-young ne s'en préoccupe plus et s'en va après lui dire de le contacter au numéro écrit sur le papier lorsque le mirage de la mer des arbres apparaîtra. Après son départ, Sarah devient excitée, impatiente d'aller acheter des vêtements mignons. Elle est si excitée qu'elle oublie qu'elle est dans le corps d'un homme et se dirige directement vers le magasin de mode le plus féminin. La vendeuse lui demande si elle est là pour acheter des vêtements pour son partenaire. Car pourquoi un homme entrerait-il dans un magasin aussi girly? Sarah leur précise qu'elle veut acheter pour elle-même, ce qui surprend un peu les 2 vendeuses. Mais elle ne la juge pas, car nous sommes au 21e siècle, et chacun a le droit d'être qui il veut. Elle la guide donc vers toutes les tenues les plus girly que Sarah essaie une par une. Heureusement pour elle, le corps de Sam a des proportions parfaites pour être un femboy, donc toutes les robes lui vont très bien. Alors que Sarah essaye toutes ses robes différentes, une femme aux lunettes à proximité ne cesse de la fixer tout en parlant à quelqu'un au téléphone de son intérêt pour elle. L'homme au téléphone n'est autre que Qin Jiayang, qui a envoyé la femme aux lunettes pour espionner Sarah et en apprendre davantage sur elle.
Il lui demande donc de supporter la bizarrerie de Sarah, car ils ont encore besoin d'elle. Il lui ordonne de ne pas la tuer, car il sent que le mirage de la mère d'arbre va apparaître bientôt, et ils n'ont pas d'autre partenaire. Lin Seo pour confirmer que la femme aux lunettes ne fera rien de fou. Kim Jang raccroche en se souvenant de la réaction qu'il a eue quand il a essayé d'interagir avec la magie dimensionnelle. Il ne sait toujours pas ce qui compte comme de la vraie magie. Il se demande donc si faire des tours de magie comme cracher des aiguilles à vitesse ultrasonique compte comme de la magie réelle. Toutes ces théories l'excitent, car cela fait longtemps qu'il n'a pas ressenti un tel frisson. De retour à Sarah, après avoir essayé toutes les robes, elle demande à la vendeuse de les emballer et s'apprête à partir. La vendeuse l'arrête et lui rappelle qu'elle n'a pas encore payé, donc elle ne peut pas partir. Sarah vient d'un autre monde, donc elle ne comprend pas le concept d'argent. Heureusement pour elle, la femme aux lunettes la sauve et distrait les deux vendeuses juste assez longtemps, ce qui leur permet de s'échapper du magasin avec tous les vêtements. Après avoir couru un moment, elle s'arrête, car la vendeuse ne les poursuit plus. La femme aux lunettes est soulagée qu'elle soit en sécurité, mais Sarah s'inquiète d'avoir laissé les vêtements dans le magasin. Cependant, la femme aux lunettes l'arrête et lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle a pris tous les vêtements en revenant. Sarah la remercie rapidement en commençant à vérifier que tout est là. Pendant ce temps, la femme aux lunettes la regarde et ne peut s'empêcher de louer sa beauté, même si elle a l'apparence d'un homme. Elle dit à Sarah qu'elle doit avoir une belle âme à l'intérieur, ce qui surprend un peu Sarah, car elle ne s'attendait pas à ce que la femme aux lunettes voie à travers elle. Cependant, la femme parlait juste au sens figuré. Elle ne voulait pas dire que Sam a une âme de femme, mais elle aime la réaction excitée de Sarah et décide de lui donner un peu plus d'excitation. Elle sort sa trousse de maquillage et demande à Sarah si elle a déjà fait du maquillage. Sarah vient d'un monde fantastique, donc ils n'ont pas de concept de maquillage. Elle lui dit donc qu'elle n'a jamais essayé. Cela rend la femme aux lunettes encore plus heureuse, car elle montre ses compétences brillantes en maquillage, transformant même le visage d'un gars comme Sam en une beauté exotique. Elle a attendu tout ce temps pendant que Sarah essayait les robes, elle avait juste une plainte. Son visage était trop masculin. Maintenant que la femme a maquillé son visage, elle trouve que le visage de Sam est parfait pour toutes les robes qu'elle a choisies. Sarah est ébahie par cette magie qu'on appelle le maquillage et supplie la femme aux lunettes de lui apprendre. La femme se sent fière et dit à Sarah qu'elle est Huion, la meilleure maquilleuse professionnelle au monde. Sarah ne comprend pas ce que ces termes signifient, mais elle laisse Huion faire ce qu'elle veut de son visage. Après quelques minutes, Sarah ouvre les yeux et découvre une belle femme dans le miroir. Sarah n'arrive pas à croire que c'est le même visage qui lui avait jeté un coup d'œil il y a un moment. Huion profite de l'étonnement de Sarah face à sa beauté et l'emmène dans un centre commercial pour stimuler encore plus son esprit. Une fois arrivée au centre commercial, le cerveau de Sarah surchauffe devant tous les différents magasins, avec des robes, des sacs et des chaussures. Elle ne sait même plus où aller. Cependant, Huion agit comme son guide et l'emmène dans différents magasins avant de s'arrêter enfin dans un magasin de maquillage où elle s'éclipse, laissant Sarah seule. Après avoir trouvé un endroit calme, Huion enlève son déguisement et son maquillage. Et sous toute sa beauté, Jiaru se révèle une femme au regard froid qui ne se soucie que de sa mission. Sarah aperçoit Huion après qu'elle a changé de vêtements et est surprise par son style et son aura magnifique. Elle veut aussi l'introduire à Huion, mais quand elle se retourne, elle ne la trouve nulle part dans le magasin. Sarah est confuse de ne pas savoir où elle est allée et commence à la chercher dans d'autres magasins. Pendant ce temps, Huion signale à ses hommes la cible, et une fois qu'ils confirment leur cible, il notifie immédiatement la police, qui entoure instantanément Sarah, lui laissant peu d'options pour s'échapper. Huion sourit en retrait, révélant que malgré le fait que Kim Jae-yeon couvre Sarah, elle ne pouvait pas la laisser partir sans tester sa magie elle-même. Alors elle a informé la police qu'ils ont leur meurtrière qui essaye de se travestir en femme pour s'échapper. Elle a tout mis en place juste pour voir si Sarah utiliserait sa magie. L'unité spéciale ordonne à Sarah de lâcher ses armes en lui disant qu'elle est arrêtée pour son implication dans un meurtre. Sarah est confuse, mais elle se rappelle que le propriétaire du corps original avait tué quelqu'un, donc la police doit être après elle pour cette raison. Sarah aurait aimé résister, mais elle craint que si elle attend trop longtemps, Huion puisse aussi être impliquée. Il ne lui reste donc d'autre choix que de fuir. Mais la police ne la laisse pas faire, car ils continuent de resserrer leur emprise sur elle. Pour éviter d'être encerclée, Sarah ne peut que sauter dans les airs en descendant vers les escaliers. En fuyant, elle se souvient d'un grand sapin de Noël qu'elle a vu en allant au centre commercial. Elle décide d'utiliser sa magie végétale pour le transformer en arbre. Mais alors qu'elle saute et utilise sa magie, elle entend les policiers parler du faux sapin, réalisant qu'elle a fait une grosse erreur. Pendant que Sarah tombe au sol, Sam ne fait pas mieux, ayant vu le dragon venimeux détruire toute la cavalerie avec son souffle. Une fois remis de l'impact, il ne voit que des cadavres de ses camarades tombés. Cela lui fait réaliser à quel point les humains de son ancien monde sont éloignés de la guerre. Alors que Sam rassemble ses pensées, il remarque une énorme bête gobelin s'approcher.
Trop effrayé pour bouger, il voit alors le commandant des chevaliers arriver et ordonner à Sam de retourner à la 3e ligne pour se faire soigner s'il est trop blessé. Après avoir ordonné à Sam, elle jette la tête de gobelin au sol et renforce sa lame pour combattre le gobelin géant. Face à un gobelin champion, même le commandant des chevaliers doit utiliser son coup ultime, alors elle n'hésite pas à activer sa magie métallique qui aiguise, durcit et renforce sa puissante lame. Mais malgré cela, son attaque échoue à dépasser la force du gobelin champion qui bloque facilement son attaque avec son épée. Voir le commandant des chevaliers reculer choque Sam qui réalise qu'il doit agir, sinon ils pourraient tous mourir ici. Mais contrairement aux autres elfes, il n'a reçu aucune arme des fleurs de lotus. Il n'a que quelques graines de tournesol, alors il décide de les faire germer pour voir ce qui se passe. Il place une des graines sur son front et active sa magie du bois, qui bénéficie d'un bonus de 300% grâce à sa compétence de loi. La magie du bois accélère la croissance de la graine, qui se transforme rapidement en mini Trapeia. Le mini Trapeia s'attache immédiatement à Sam et commence à l'appeler mère. Sam le repousse de force et active à nouveau sa magie du bois pour accélérer la croissance du Tréante, afin qu'il puisse combattre les gobelins. Le Tréant évolue en Tréant Tourdarose, une espèce spéciale de Tréant adaptée au combat. Après son évolution, le Tréant commence rapidement à obéir aux ordres de son maître et massacre les gobelins à proximité. Mais Sam n'est toujours pas satisfait. Alors, il accélère aussi la croissance d'autres graines pour créer 3 autres Tréantes Tourdarose qui prennent rapidement le contrôle du champ de bataille et soutiennent le commandant de nuit qui affronte le gobelin champion. Sam est tellement occupé par son combat qu'il oublie qu'il y a d'autres gobelins derrière lui et faillit se faire assassiner, si ce n'est pour le commandant de nuit qui le couvre. Alors que Sam se remet de la peur soudaine, un oiseau messager apporte une terrible nouvelle. Le dragon venimeux est sur le point d'atteindre l'arbre de vie de la tribu. Cela pousse le commandant de nuit à laisser le champ de bataille à Sam alors qu'elle s'enfuit pour sauver l'arbre de vie. Sam se sent blessé par cette trahison soudaine, réalisant qu'il a été laissé pour mourir et se sacrifier pour la tribu. Mais il sait que le commandant de nuit n'a pas d'autre choix, alors il rejette toute la faute sur les gobelins. Alimenté par sa colère, Sam ordonne au Tran de s'occuper des petits gobelins alors qu'il se prépare à combattre lui-même le gobelin champion. Mais avant cela, il a désespérément besoin de se soigner. Il prend l'écorce d'arbres et des plantes à proximité et commence à les avaler pour guérir ses profondes blessures. Ces bénédictions de la compétence de loi lui permettent de guérir de toutes ses blessures juste en mangeant des plantes. Après avoir soigné certaines de ses blessures profondes, il se tourne vers le gobelin champion et ordonne à ses tréants de regarder attentivement et d'apprendre comment il tue le puissant gobelin champion. En disant cela, Sam prend un des bâtons et le lance comme une flèche vers le visage du gobelin champion, espérant qu'il percerait son épaisse tête. Mais Sam se surestime, car son bâton ne perce même pas sa peau. Dès que Sam voit cela, il ne perd pas de temps et s'enfuit immédiatement du champ de bataille. Après avoir couru un moment, il se retrouve au milieu de la 2e ligne, réalisant l'horrible vérité que la première ligne de la cavalerie a déjà été anéantie. Tout son corps crie de fuir, mais il est arrêté par l'elfe vipère, qui lui rappelle qu'ils ne peuvent pas laisser échouer la 2e ligne, sinon les gobelins n'auront aucun mal à piller leur village. Sam est toujours coincé entre fuir ou rester. Mais en voyant la dame vipère utiliser son invocation de collation pour repousser les gobelins, il commence lentement à changer d'avis. Il est choqué de voir comment l'elfe vipère est forcé de se battre physiquement contre les gobelins, car son poison ne fonctionne plus sur eux, car ils sont bénis par le dragon venimeux. Juste au moment où l'elfe vipère repousse la première vague de gobelins, une autre vague arrive, mais cette fois, c'est le gobelin champion qui les mène. Sam attrape rapidement l'elfe vipère et essaye de fuir avec elle, mais elle l'arrête et lui dit que s'il a encore quelque chose dans son arsenal, il doit l'utiliser, car s'il tombe ici, il n'y aura plus de défense pour empêcher les gobelins de s'en prendre à leur village. Sam ne comprend pas pourquoi elle est si déterminée à sacrifier sa vie, mais l'elfe vipère lui crie et lui rappelle qu'ils sont nés sur ce sol d'elfe, et même s'ils meurent, ils retourneront simplement dans les bras de leur arbre de vie. Sa détermination à mourir pour protéger son foyer rappelle à Sam sa mère, qui est également morte pour le protéger. Sam ne veut pas qu'elle meure comme sa mère, alors il essaye de l'arrêter, mais l'elfe vipère continue d'attaquer le gobelin champion, peu importe combien de fois il la repousse d'un geste de la main. L'elfe vipère sait qu'elle ne survivra pas à ce combat, alors elle ordonne à son invocation de fuir. Mais le familier lui est très fidèle et n'écoute pas ses ordres de fuir. Sarah, encouragée par leur loyauté, oublie sa peur de la mort et charge le champion gobelin sans hésitation. Il attrape rapidement un éclat de bois et le lance vers l'œil gauche du champion. L'éclat de bois transperce son œil, le rendant à moitié aveugle, ce qui donne à Sam juste assez de couverture pour préparer ses graines. Il utilise ensuite son sort d'accélération pour faire pousser les graines en vigne, qui enchevêtrent le champion gobelin, l'empêchant de fuir. Après avoir tendu son piège, Sam saute dans les airs et prend un autre éclat de bois pour le transpercer dans l'autre œil du champion.
Sam rappelle aux champions gobelins que tant qu'il est en vie, ils ne pourront pas nuire à une seule feuille de sa mère. Pendant que Sam combat le champion gobelin, Cyan et le Drake volant arrivent à l'arbre de vie pour aider les elfes à empêcher le dragon poison de nuire à l'arbre. Cyan est le seul capable de se battre dans les airs, il saisit donc cette chance pour marquer des points, mais le dragon poison contrecarre tous ses plans en utilisant son souffle pour couper les ailes du Drake. Cyan est également gravement blessé et ne peut plus se battre. Tous les elfes au sol sont terrifiés en voyant cela, car ils sentent l'angoisse approcher. Nikki est la première à se réveiller et rappelle à tous de charger leurs attaques pour empêcher le dragon poison de s'approcher. Cependant, le dragon poison n'avait jamais eu l'intention de s'approcher, il lance juste quelques boules de poison de sa bouche vers l'arbre de vie. Nikki sait que si l'une de ces boules touche l'arbre, il se flétrira instantanément, alors elle met tout son mana dans une dernière flèche, espérant qu'elle puisse bloquer au moins une boule. Cependant, Nikki surestime sa force, car sa flèche fond dans le poison avant d'atteindre son but. Cela abat Nikki, qui tombe à genoux en voyant les boules de poison se rapprocher. Mais juste au moment où tout espoir semble perdu, le commandant de la nuit arrive et charge droit vers le dragon poison, avec l'intention de lui trancher le cou d'un coup. Mais le dragon poison sait déjà ce qu'elle prévoit, il esquive donc complètement son attaque, laissant elle et l'arbre de vie complètement sans défense. Nikki commence à pleurer en voyant cela, alors qu'elle regarde son foyer être détruit par le dragon poison. Mais le commandant des chevaliers n'a pas pris de risque sans plan de secours, juste au moment où les boules de poison allaient toucher le sol. L'ancienne Béatrice arrive et utilise sa magie florale pour créer 2 énormes fleurs de lotus qui absorbent tout l'impact de l'attaque du dragon poison, rendant ses plans inutiles. Le commandant de la nuit est heureux de voir que l'ancienne Béatrice a pu revenir, mais cela signifie que tous les autres anciens sont encore occupés à combattre les champions gobelins. Elle déplore le fait qu'elle ne s'attendait pas à ce que les gobelins soient si rusés pour envoyer plusieurs champions gobelins distraire les anciens, permettant au dragon poison de s'attaquer à l'arbre de vie. Le commandant est furieux et veut abattre la bête immédiatement, n'hésitant pas à utiliser son sort sacrificiel pour brûler sa vie afin d'obtenir la force nécessaire pour vaincre le dragon poison. Bien que l'ancienne Béatrice admire son courage, elle lui rappelle qu'ils ont encore le chef elfe à la tête, donc elle n'a pas besoin de sacrifier sa vie si tôt. En disant cela, l'ancienne Béatrice sourit au commandant de la nuit pour une dernière fois, l'appelant Petite Rouge, comme elle l'appelait autrefois quand elles étaient enfants. Le commandant ne remarque pas cela, mais au moment où elle réalise ce que l'ancienne Béatrice vient de lui dire, il est déjà trop tard. Elle avait déjà initié son propre sort sacrificiel, qu'elle utilise pour faire descendre l'esprit de la fleur sur Terre. Le coup du sort est la vie de l'ancienne Béatrice, car l'esprit de la fleur est né de l'énergie vitale de l'utilisateur du sort. Il y a longtemps, quand Béatrice était encore enfant, elle n'avait pas d'amis sauf Petite Rouge, qui n'était qu'une elfe ordinaire sans lignée spéciale. Comparée à elle, Béatrice venait de la lignée des elfes fleurs, la même lignée dont appartient leur chef elfe. C'est pourquoi Petite Rouge se sentait toujours jalouse de Béatrice, croyant qu'elle était la plus proche d'elle pour devenir la prochaine chef. Cependant, Béatrice ne ressentait pas la même chose et disait à Petite Rouge qu'elle n'était qu'une fleur, et qu'une fleur n'a pour seul sens que de fleurir. À ce moment-là, Petite Rouge était trop naïve pour comprendre quoi que ce soit, donc elle ne saisissait pas le sens de ces mots. Au lieu de cela, elle dit à Béatrice que même si elle n'est pas de la lignée du chef elfe, elle s'entraînera dur et deviendra assez forte pour protéger le village des tempêtes de dragons, tout comme le fait le chef elfe. Béatrice rit de ses ambitions et lui rappelle que teindre ses cheveux en rouge ne la rendra pas aussi forte que le chef elfe. Petite Rouge se fâche de ses remarques et lui dit qu'elle aime juste beaucoup la couleur rouge. Béatrice sourit simplement à sa réponse et admire la fleur dans ses mains. Après l'avoir écrasée un moment, elle ne peut résister à sa beauté et l'avale d'un coup. Mais Petite Rouge l'appelle monstre pour avoir mangé des fleurs, alors qu'elle est censée être une elfe fleur. Béatrice la corrige et lui dit que c'est juste comme ça que la vie doit être, et qu'un jour elle mourra aussi, tout comme la belle fleur rouge. Petite Rouge ne comprend pas pourquoi Béatrice parle de choses si tristes tout à coup. Béatrice ne lui répond pas et s'approche d'elle, car elle regardait la fleur sur sa tête tout ce temps. Petite Rouge lui demande si elle aime la fleur, ce à quoi Béatrice acquiesce en la poussant plus près d'elle, pour finalement lui arracher la fleur avec sa bouche. Cependant, Petite Rouge se sent lésée car elle pensait que Béatrice allait l'étreindre ou quelque chose comme ça, mais elle voulait juste manger la fleur sur sa tête. Béatrice sourit en voyant son visage contrarié et rappelle à Petite Rouge que si elle ne peut même pas protéger sa fleur, comment pourra-t-elle protéger sa patrie, comme le chef? Elle lui rappelle aussi que tout meurt, les dieux et les anges sont morts, les elfes aussi. Rien n'est vraiment éternel. Mais Petit Rouge rit et lui dit qu'elle est celle qui a le plus peur de mourir, car elle l'a vu pleurer la nuit en serrant sa poupée. Béatrice cache son visage, surprise que Petit Rouge connaisse son secret. Petit Rouge sourit de sa victoire et dit à Béatrice de ne pas s'inquiéter, car un jour, elle sera la plus forte et la protégera de tout mal.
Béatrice lui demande que faire si elle meurt en chemin. Petit Rouge sourit et lui répond qu'elle mourra d'une mort éclatante et embrasera tout sur son passage. Tu sais, revenant au présent, Béatrice remercie Petit Rouge d'avoir été là pour elle et d'avoir assisté à sa transformation finale. Elle lui dit qu'elle n'a pas besoin de se sacrifier car elle a le potentiel de devenir la plus forte des chevaliers. Bien qu'elle soit un peu triste de ne pas avoir pu ressusciter complètement le chef elfe, car elle est une fleur après tout, pas une graine. Louis, le Petit Rouge, est horrifié par sa transformation et lui demande de ne pas le faire et de revenir. Mais hélas, il est déjà trop tard, et sa précieuse Béatrice n'est plus dans ce monde. À sa place se dresse une immense fleur rouge, prête à éclore dans toute sa majesté. Pendant ce temps, Sam vient de terminer son combat contre le chef gobelin, quand il remarque que tous les gobelins semblent fuir le champ de bataille. Il regarde vers le centre et voit une énorme fleur rouge lançant des rayons magiques sur tout le champ de bataille. Sam est choqué, ne s'attendant pas à voir un dragon poison fuir. En regardant de plus près la fleur, il remarque qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ses boutons. Sam n'est pas le seul à le remarquer, car les autres elfes voient aussi l'elfe à l'intérieur du bouton et reconnaissent leur chef, qui n'a pas été vu depuis 3 ans. Ils pensaient tous qu'elle était morte, mais la voir apparaître de nulle part les choque profondément. Les bruits forts et les acclamations réveillent le chef elfe, qui regarde le dragon poison et tend la main pour lancer un sort qui frappe le dragon, l'engloutissant dans son énergie magique enragée. Le dragon poison est sûr d'être mort, mais juste à ce moment-là, un homme avec une lance en os apparaît de nulle part et bloque l'attaque. L'homme mystérieux appelle le chef elfe et lui dit qu'il a besoin de son aide. Le chef elfe, Aurora, lui demande pourquoi l'épée en bois qu'il tient a une odeur familière. L'homme mystérieux sourit et lui dit que ce sont les restes de l'ange de rêve qu'elle a tué à l'âge des anges. Et il sourit en disant à Aurora que tous les âges prendront fin un jour, et l'âge elfe est également proche de sa fin. Le chef elfe Aurora lui demande de cesser ses balivernes et lance un autre grand sort, qui invoque une pluie de rayons rouges, chacun aussi mortel qu'un missile de la vie précédente de Sam. Le sort anéantit tous les gobelins, mais malgré cela, le dragon poison reste complètement inoffensif. L'homme mystérieux propose de le tuer pour elle et enfonce son épée en os dans sa tête, mettant fin à la vie du dragon qui avait terrorisé les elfes pendant des décennies. Après avoir tué le dragon, l'homme mystérieux absorbe sa force vitale et fait pousser une paire d'ailes dans son dos. Le chef elfe Aurora regarde l'ange en os qui lui demande de venir avec lui. Alors qu'il invite Aurora, ses yeux se posent sur Sam et il trouve cet elfe vivant très particulier, décidant de l'emmener avec eux. Alors qu'il dit cela, il se téléporte rapidement devant Sam et lui prend le visage dans ses mains. Il lui demande quel est son rêve préféré, mais lorsque Sam ne répond pas, il lui dit que cela n'a pas d'importance, car il voyagera avec eux vers le monde sans fin. Cependant, Sam n'est pas intéressé par les hommes, alors il repousse sa main et lui dit qu'il n'ira nulle part avec lui. Avant que l'homme mystérieux puisse dire quoi que ce soit, le commandant de la nuit intervient et lui demande de s'éloigner de Sam. L'homme mystérieux ne considère même pas un elfe aussi insignifiant que le commandant de la nuit et lui dit de se perdre, ou il la réduira en poussière. Mais le commandant de la nuit ne prend pas sa menace au sérieux et continue de charger vers lui, croyant qu'elle n'est pas ordinaire. Cela force l'homme mystérieux à dégainer son épée en os, qu'il enfonce dans son corps, lui rappelant que peu importe combien un elfe de bas étage s'entraîne, elle restera toujours inutile. Cependant, il sous-estime le commandant de la nuit, car elle n'est plus une simple elfe rouge, mais une elfe de sang qui a éveillé la lignée secrète de ses ancêtres, lui permettant de passer à travers son armure pour éviter son attaque. Elle active ensuite la magie secrète de combustion du sang des elfes de sang, lui donnant un boost de 100% en force, doublant toutes ses statistiques. Mais malgré cela, elle n'arrive même pas à toucher un cheveu du corps de l'homme mystérieux, qui lui rappelle que les jours glorieux des elfes de sang sont révolus, donc même si elle débloque la lignée, cela ne changera rien. Alors qu'il termine ces mots, il esquive sur le côté, évitant de justesse l'attaque du commandant de la nuit, et se positionne de manière à ce que sa tête soit juste devant lui, pour la transpercer avec son épée. Mais au dernier moment, Sam lance une flèche en bois, qui dévie son épée, et sauve la vie du commandant de la nuit. Sam regarde l'homme mystérieux, et lui dit, tant qu'il peut éviter l'épée, il n'a pas à le craindre. Même si Sam se vante de son absence de peur et de son courage, il est complètement terrifié, car le système lui montre un taux de mortalité de 98% à cause de la force et de la dangerosité de l'homme mystérieux. Mais malgré cela, Sam ne renonce pas. Il croit pouvoir survivre. L'homme mystérieux regarde Sam avec des yeux froids et lui demande s'il va marcher avec lui ou non. Mais avant que Sam ne puisse répondre, la commandante de la nuit réapparaît derrière lui et lui dit que tant qu'elle est en vie, elle ne le laissera pas nuire aux elfes. L'homme mystérieux en a assez de faire traîner les choses, réalisant qu'Aurora a fini ses affaires avec les elfes. Il décide donc de ne plus se retenir et d'en finir rapidement avec la commandante de la nuit. Mais cette fois, l'homme mystérieux ne l'esquive pas et l'attrape avec sa main pour montrer sa domination.
Il transperce ensuite la commandante avec l'épée de l'autre main et la jette au sol sans valeur. Sarab est terrifié de voir son attaque la plus forte stoppée ainsi. Quand il entend à nouveau l'homme mystérieux le menacer avec sa lumière, Sam ne sait plus quoi faire. Mais heureusement, la chef elfe Aurora arrive à temps, pose sa main sur sa tête et lui dit qu'il a bien agi et qu'il n'a plus rien à craindre. Elle le prend dans ses bras et lui dit que les elfes apportent la vitalité à ce monde, donc elle ne le laissera jamais se faner. Elle se tourne ensuite vers l'homme mystérieux et lui rappelle que les elfes sont la race la plus noble et que toutes les autres disparaîtront. Elle demande alors à Sam si elle a raison, mais voyant qu'il ne répond pas, Aurora pense qu'il a peur et le rassure en disant que tant qu'elle est là, personne ne l'emportera. Mais Sam ne répond pas par peur, mais parce qu'il se sent soulagé, car le taux de mortalité sur son écran est retombé à 0%. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé notre vidéo, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu incroyable.